Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo un petit peu en mix de différentes choses parce que les choses sont ce qu'elles sont, l'actualité évolue. On va commencer par la grande polémique en France que vous avez sur l'abaya. L'abaya, cette tenue pour les femmes qui couvre l'ensemble du corps et que aujourd'hui M. Attal a décidé d'en faire un argument politique, idéologique. Alors, à tort ou à raison, peu importe, puisque de toute façon, j'ai envie de dire que l'abaya est un peu synonyme de ce que nous essayons de chercher comme raison pour, en réalité, tourner autour du pot depuis 40 ans sur un sujet dont on sait, dont on connaît les tenants et les aboutissants. En l'occurrence, c'est-à-dire la progression, finalement, d'un islam rigoriste en France qui, jusqu'à présent, était considéré comme assez marginal, comme assez minoritaire, mais qui, de plus en plus, prend du terrain. Alors, je rassure, pour l'instant, on ne peut pas estimer que la moitié des musulmans français ou étrangers sont prêts à nous faire une fatwa sous prétexte parce qu'on critique certains aspects de leur religion, ou tout du moins certains aspects de pratique de l'islam. Je rappelle, l'abaya fait partie de ces tenues féminines au même titre que le chadri, je crois, le voile, bref. Tous ces vêtements qui naissent en réalité pas d'une conception, mais d'une traduction du Coran très militée et très incitée par ce que l'on appelle le wahhabisme. Le wahhabisme est un courant de l'islam, issu évidemment du Coran, qui a une certaine lecture beaucoup plus peut-on dire féodal, obscurantiste. Le wahhabisme, je rappelle, est très milité et très engagé au sein de l'Arabie Saoudite, auprès de la famille saoudienne, qui est une des familles fer de lance pour défendre cette idée de l'islam dans le monde, et qui plus est avec des moyens financiers assez importants, aidé plus ou moins par ses voisins, que ce soit les Émirats Arabes Unis, que ce soit même les Qataris. Pour remettre en contexte, le wahhabisme est un courant rigoriste dans le mouvement sunnite et qui a son équivalent dans le courant chiite, plus particulièrement en Iran, où en effet, là aussi, on a ce problème du voile. Même si en Iran, ils sont peut-être un petit peu plus souples, mais très à cheval sur le fait que les femmes doivent être couvertes. Peu importe, il n'y a pas de tenue obligatoire, il n'y a pas de tenue conseillée, etc. On laisse la femme sa liberté de se couvrir correctement, décemment, selon les préceptes de la religion islamique chiite, plus particulièrement surveillé, contrôlé et puni par les gardiens de la révolution iranienne, suivi évidemment par la politique des mollahs, etc. Mais voilà, je m'éloigne, c'est juste pour remettre un petit peu de contexte sur ce que certains musulmans suivent en matière idéologique, en matière religieuse, et qui fait que malheureusement, ce qu'on disait il y a 40 ans, c'est sûr, et même, je dirais même, des intellectuels musulmans qui nous alertaient que pour des raisons politiques, clientélistes, de lutte contre le racisme, contre l'islamophobie, on a laissé une porte ouverte à des gens qui en ont profité pour installer en France des courants islamiques radicaux avec toutes les doctrines et toutes les règles fondamentales que cela implique. Et évidemment, les tenues des femmes qui, sous le prétexte que
parce qu'elles sont françaises ou parce que c'est musulmans qui prônent aux femmes de porter en respect envers la religion, en respect envers leur foi, envers Allah, se doivent de se vêtir de la sorte, même si, on le sait, le Coran ne possède pas de texte qui impose à la femme de se vêtir de la sorte, mais qui, encore une fois de plus, a en fait dans le texte une sorte de vertu dont la femme doit se munir, de ne pas inciter, de ne pas susciter la convoitise par ses formes physiques, et que par conséquent, pour des questions morales, pour des questions de décence, elles doivent se couvrir, ou tout du moins couvrir leur féminité, couvrir leur forme féminine, qui peuvent être sujets à la tentation chez l'homme. Voilà, alors, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est pas ce que le Coran dit, mais c'est l'idée que le Coran promulgue d'une façon générale. Et à partir de ces textes-là, comme tout texte religieux qui donne une sorte de ligne de conduite, vous en avez certains qui en traduisent, qui en ont mis des contours pour dire que voilà, c'est comme ça que la femme se doit de se comporter en conformité avec ce que le Coran dicte. Et de fait, si vous avez une idée très radicale, très rigoriste, très fondamentaliste, fanatique, voire même de la religion, eh bien vous allez évidemment imposer aux femmes de se vêtir de la sorte, comme on voit chez les talibans avec le chadri, où c'est carrément une couverture qu'on met sur les femmes. Sauf que le problème, c'est que cette tradition, on peut parler de tradition, cette mœurs que l'on trouve aujourd'hui dans la communauté musulmane, sous le protectorat d'une conception, d'une pratique de la foi musulmane, rentre en ligne en antagonisme, en sens contraire de ce que nous sommes efforcés de faire évoluer dans la condition féminine dans nos sociétés occidentales et plus particulièrement dans la société française, c'est-à-dire la liberté. La liberté de la femme, même de la femme musulmane, de pouvoir s'habiller comme elle le veut. Alors, j'entends bien que des femmes, souvent, prétendent que c'est leur choix. Sauf que le problème, c'est que le choix qu'elles font de s'habiller de la sorte, c'est donc qu'elles se soumettent. Elles se soumettent à une conception, à une idée de la religion en tant que pratiquante, en tant que femme dans la religion musulmane. Le problème, c'est que là où se pose la réelle problématique, c'est que dans nos pays occidentaux, chacun a la liberté de pratiquer sa religion comme bon lui semble. À partir du moment où il respecte, où il s'accorde, où il se comporte en respect des lois du pays. Ce qui veut dire que on ne veut pas interdire les femmes de porter un abaya. Le problème qui se pose, c'est que l'abaya est un signe d'appartenance à une communauté, et qui plus est une communauté religieuse pratiquante, et que par conséquent, ça peut générer une sorte de militantisme chez certaines personnes. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que même si des femmes portent l'abaya, mais en étant totalement respectueuses des lois de la République, en ayant même un esprit très ouvert, en disant que je ne fais pas de prosélytisme de la religion, je respecte les autres dans leur foi, dans leur athéisme, etc. Ce n'est pas le cas de toutes les femmes. Vous avez des femmes qui vont porter ça, mais qui vont le porter par provocation, qui vont le porter dans l'intention de militer, de faire le prosélytisme
de leur religion. Et que par conséquent, il y a un moment donné où, dans un pays tel que la France, il y a ce qu'on appelle la mesure de précaution, c'est-à-dire, à un moment donné, on ne peut pas satisfaire tout le monde en matière de réglementation et que par conséquent, on va tout simplement faire un jugement arbitraire. Le jugement arbitraire, c'est-à-dire qu'on va estimer la mœurs ou la tradition ou le respect ou le fait de faire en sorte de protéger ou d'instituer des règles pour éviter les dérapages, pour éviter le prosélytisme, quel qu'il soit. Et donc on va interdire, on va réglementer, on va faire en sorte d'imposer une règle aux citoyens français, qu'ils soient de confession musulmane, qu'ils soient pratiquants, qu'ils soient fanatiques, qu'ils soient rigoristes, qu'ils soient ce que vous voulez, mais leur dire, voilà, vous avez la liberté de la religion, vous avez la liberté de pratiquer votre religion, mais nous estimons que dans votre religion, il y a des formes, des courants qui ne sont pas compatibles avec les lois de la République, et que par conséquent, nous avons un droit de mesure de précaution, à un moment donné, de prendre une décision, alors une décision arbitraire, mais c'est comme ça. Les décisions arbitraires, je rappelle, c'est une façon, à un moment donné, de dire, d'imposer un principe en s'accordant pour protéger les intérêts des uns au détriment des autres. En règle générale, la décision arbitraire doit considérer la protection de la majorité ou de la grande majorité au détriment d'une minorité. Alors évidemment, quand on dit ça, tout de suite, on pense minorité, ethnique, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en France, on aurait le droit de prendre des décisions à l'encontre des traditions, des choix, des cultures, des coutumes d'une minorité parce qu'elle ne colle pas avec les idées qu'on se fait de la République, de la société française, etc. J'ai envie de dire oui et non. Non dans le sens où on ne prendra pas des décisions arbitraires contre des pratiques culturelles à partir du moment où elles restent dans le cadre privé, voire même dans le cadre privé ne portent pas atteinte physique ou morale aux personnes. Par exemple, si vous avez en France, dans un appartement, un mari qui décide de lapider sa femme parce que sa femme est sortie sans sa permission, là évidemment le droit s'applique dans le contexte privé. Je pense qu'on est tous d'accord sur ce principe. Et oui, dans le sens où, malheureusement, encore une fois de plus, quand on gère une société, quand on gère une collectivité, il y a des fois, on est obligé de prendre une décision arbitraire qui ne va pas dans l'intérêt de certaines personnes. Et certaines personnes vont se sentir lésées. Mais encore une fois, elles vont se sentir lésées parce qu'on va, à un moment donné, décider de donner un concept, de légitimer un concept, une règle pour la majorité, ou tout du moins dans la coutume ou dans les mœurs d'une société définie, au détriment de pratiques. Alors des pratiques qui, d'accord, qui ne sont pas nocives en soi, mais qui peuvent générer, alors surtout dans des sociétés de diversité, des problèmes de conflits, de conception, de priorités, de privautés ethnico-religieuses, surtout lorsqu'on a dans un pays comme la France différentes communautés. Ce qui fait que, par exemple, un exemple, à Paris vous avez des migrants qui traînent dans la rue, on a eu des fois des migrants qui ont commencé à se taper sur la gueule les uns les autres parce que appartenant à des groupes ethniques qui, historiquement, peuvent pas se blairer. Alors bien sûr, on essaye au mieux de prendre des décisions qui soient le plus justes possible. Mais la nature humaine, surtout dans des sociétés, et surtout quand malheureusement il y a certaines influences, certains conflits d'intérêts, etc. Alors, je vous donne l'exemple de la France, qui est un pays laïque. Quand on privatise des espaces publics pour permettre à des communautés religieuses de célébrer quelque chose,
Je vais vous prendre l'exemple très clair. Par exemple, à Paris, il arrive très souvent que des endroits, des espaces publics soient privatisés pour permettre à des organisations juives d'organiser, de célébrer la Hanouka. Attendez, la France est un pays laïque. Comment est-ce qu'on a le droit de permettre à des gens de célébrer une cérémonie religieuse dans l'espace public, en privatisant l'espace public? Ah oui, c'est là tout le terme, privatiser. C'est comme si vous louez une salle communale et que dans cette salle communale, vous décidez de faire une célébration religieuse, etc. Alors que, logiquement, les biens communs, c'est-à-dire les biens de collectivités locales, sont sujets aux mêmes règles de laïcité que n'importe quel endroit, que ce soit des mairies, que ce soit des préfectures, que ce soit des lieux administratifs, que ce soit des musées, que ce soit des écoles. Le seul problème, c'est qu'il y a ce qui est écrit sur le papier et la réalité. La réalité, c'est ce maire, par exemple, qui un jour, sur un plateau télé, avait expliqué qu'il avait été plus ou moins obligé d'accepter de louer une salle pour une cérémonie, alors je ne sais plus si c'était pour l'Aïd ou un truc comme ça, c'était une cérémonie religieuse musulmane, mais qui malheureusement ne rentrait pas dans le cadre de, normalement, ce que doit être l'usage d'un local communal sous le coup du respect de cette laïcité, de ce non-prosélytisme religieux. Alors évidemment, il y en a certains qui vont me dire, oui, mais dans ce cas-là, les gens qui louent les salles pour des mariages catholiques, c'est pareil. Oui, mais encore une fois, vous ramenez toujours la comparaison avec le catholicisme. Sauf que le catholicisme, il est intrinsèque à l'histoire de France. Il est intrinsèque à la culture française. Même si aujourd'hui, l'impact du catholicisme est beaucoup moins influent qu'il ne l'était il y a 60-70 ans. Il y a une déperdition, en effet, de l'intérêt du catholicisme aujourd'hui dans la France. Mais comme ça fait partie de l'histoire, d'ailleurs, je crois qu'il y a un député ou un politicien qui avait suggéré l'idée de supprimer tous les jours fériés du mois de mai parce que trop religieux. Ben oui, mais le problème, c'est que ça fait partie de la culture française. Même si la culture française est une république, même s'il y a la séparation entre l'Église et l'État, même si c'est un pays laïque, on ne peut pas tirer d'un trait comme ça l'existence de la religion catholique dans l'histoire de France et dans la culture et dans les mœurs françaises. Ou alors dans ce cas-là, vous risquez de provoquer une guerre civile. Donc tout ça pour revenir que l'abaya, le sujet en fait c'est un faux sujet. C'est-à-dire que le vrai sujet c'est de se dire aujourd'hui qu'est-ce qui pose problème entre la communauté musulmane et la République, et j'ai même envie de dire qu'est-ce qui pose problème au sein même de la communauté musulmane pour que la majorité des musulmans finalement n'arrivent pas à faire le ménage de tous les rigorismes, de tous les radicalismes, de tous les féodalismes musulmans qui puissent exister par le biais de la religion, sous le prétexte de la religion. Il est là le problème. Mais comme, encore une fois, derrière, vous avez des intérêts politiques, vous avez du clientélisme politique, il est évident qu'un maire dans une collectivité qui a une forte communauté musulmane, il ne va pas s'amuser à commencer à dire aux musulmans, bon écoutez, vous faites le ménage, moi je veux quelque chose de conforme à la République, aux lois de la République, au comportement, etc. etc. Oui, je sais, c'est un sujet extrêmement sensible, parce que après ça touche les problèmes culturels, les problèmes de mœurs, qui sont souvent d'ailleurs très liés à certains problèmes auxquels certaines communes sont aujourd'hui confrontées. Mais ça, c'est un autre débat, c'est un autre sujet. Donc encore une fois de plus, si vous voulez, l'abaya, c'est comme le voile islamique, c'est pareil. C'est un faux sujet pour ne pas aborder le fond même du problème au sein de la communauté musulmane, c'est-à-dire la relation de la communauté musulmane avec la société française, avec une société laïque. C'est-à-dire que
il y en a certains dans la communauté musulmane qui, non seulement ont pris un certain pouvoir, un certain ascendant, et utilisent cet ascendant pour faire peur, utilisent cet ascendant pour imposer, pour soumettre des gens qui sont des musulmans alors soit modérés, soit laïcs, tout ce que vous voulez, mais qui finalement ne peuvent pas vivre librement en pensée, parce qu'ils savent que si jamais ils ont le malheur de s'afficher, on va dire, dans un comportement beaucoup plus libertaire, vont très vite être dénoncés par des gens auprès de ceux qui ont une certaine mainmise sur les communautés locales et rappeler le principe, la valeur, la tradition, etc. Et malheureusement, les premières victimes de ce genre d'idéologie, ce sont évidemment les femmes. Même dans des familles qui semblent plus ou moins modérées, qui semblent plus ou moins ouvertes d'esprit, il n'en reste pas moins que parfois les anciens rappellent aux jeunes générations certaines valeurs, certains principes qu'ils se doivent de respecter, mais qui sont en totale contradiction avec ce que des femmes françaises, nées françaises, mais de racines musulmanes, aspirent à vouloir défendre leur liberté de penser, leur liberté de faire ce qu'elles veulent finalement, mais s'opposent finalement à des choix ou à des décisions ou des convictions même dans la famille, sur leur devenir, sur leur avenir, sur leur fonction même au sein de la famille et voire même au sein de la communauté, surtout si une communauté est très très présente dans le lieu où ils habitent. Raison pour laquelle d'ailleurs il n'est pas rare de voir souvent des musulmans qui réussissent à quitter des environnements où il y a des formes de communauté et même des fois demander aux gens qu'on les surnomme ou qu'ils prennent des surnoms beaucoup plus occidentaux que leur vrai prénom. Moi j'en ai connu qui préféraient qu'on les appelle selon un sobriquet ou un surnom qu'ils s'étaient donné, mais qui, si vous ne connaissez pas leur nom de famille, vous ne saviez pas que vous ne pouvez pas vous douter, en dehors d'un jugement évidemment morphologique, qu'ils sont musulmans ou qui ont des origines arabes, maghrébines, ou etc. Donc en fait, cherchez pas midi à 14h, cette polémique d'Abaya, de toute façon, c'est encore une fois une façon de tourner en rond, et puis ça va finir en eau de boudin, puisque de toute façon, la gauche, traditionnellement, compte énormément sur l'électorat musulman, et donc s'opposera systématiquement à toute position, même à toute réflexion sur la question, parce que pour eux, c'est une façon de conserver la confiance de leur électorat. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce sujet de l'abaya. Abordons maintenant un autre sujet qui n'est peut-être pas si éloigné que ça, parce que ça rejoint toujours et encore cette capacité qu'ont parfois des gens dans ce qu'on appelle l'autorité à ne pas dire les choses et ne pas faire les choses correctement. Il y a de cela 2 jours est sorti sous le compte de l'Éducation nationale un clip avec des jeunes qui récitaient en fait, ou tout du moins reprenaient avec une certaine adaptation, le fameux discours de Martin Luther King, que vous connaissez certainement, qui commence par « I have a dream ». Sauf que là où peut-être, je ne sais pas, les communicants de l'Éducation nationale pensaient que c'était une bonne idée, en réalité ils ont fait une sorte, apparemment, de ce qu'ils expliquent, ils avaient fait une sorte de concours et qu'il se trouve que ce sont les jeunes qui maîtrisaient le mieux la langue anglaise qui avaient gagné le concours et qui finalement ont enregistré cette vidéo avec le discours de Martin Luther King. Sauf que le problème, il n'y a pas très peu de diversité,
Même si l'éducation nationale s'explique en disant oui, mais il y a quand même parmi les jeunes un jeune de Guadeloupe. Et puis même, de toute façon, très clairement, ce clip était mal placé. Je veux dire, I Have a Dream, Martin Luther King, à son époque, une lutte contre les droits civiques, pour les égalités, etc. Alors que aujourd'hui, les droits civiques, aujourd'hui, il y en a. Après, c'est juste un problème intrinsèque à chaque société, même si certains instrumentalisent des épiphénomènes liés à du racisme, qu'ils appellent du racisme systémique. Je rappelle, le racisme systémique, c'est parce qu'on est blanc, on est français, donc automatiquement, on est raciste. Non, c'est tout simplement que quand on est un communicant, un professionnel, et qu'on a envie de faire ce clip-là, la moindre des choses, c'est quand même de mettre de la diversité, parce que le message véhiculé par ce clip, c'est justement un message contre le racisme, pour les égalités, contre les discriminations. Or, du coup, en effet, et même la députée Obono, qui est insoumise, a quand même tweeté que, apparemment, est-ce qu'il se pourrait qu'il n'y ait que les Blancs qui maîtrisent la langue anglaise ? Je laisse la députée Obono son propos. Mais voilà, encore une fois de plus, alors, soyons clairs, je sors du contexte du fait que il y a du manque de diversité dans le clip et que finalement c'est assez mal placé. Ce sur quoi moi je porte mon attention, c'est sur les gens qui ont organisé ça. Mais ils sont où là, ces gens-là ? C'est des gens qui sont des fonctionnaires, qui travaillent pour l'éducation nationale. Ou est-ce que c'est l'éducation nationale qui a payé une société de communication privée pour pondre ce concours, pour pondre ce truc, et c'est pas réfléchi 2 minutes au résultat final. Je veux dire, ça rejoint, si vous voulez, le problème aujourd'hui de l'hypocrisie finalement. C'est-à-dire que quand on projette ce clip, parce qu'il a été projeté ce clip, je veux dire, moi j'ai fait des clips, j'ai fait des vidéos pour des professionnels, etc. Il y a toujours, à un moment donné, soit vous envoyez la vidéo pour validation au client, etc. Et le client, il dit, ça, ouais, c'est bien, ça, c'est pas bien, ça, c'est ce que je voudrais, etc. Machin. Mais là, on a l'impression qu'en fait, je pense que le clip a certainement été visionné par des gens. Il a été validé par des gens. Mais ça veut dire que dans toute la chaîne de validation, il n'y en a pas un qui s'est posé la question. Attendez, il n'y a pas un problème là, quand même. Encore une fois de plus, déliquescence du système. C'est-à-dire qu'au sein de l'éducation nationale, pas un clopin a ouvert sa gueule pour dire non, ce clip-là, ça va pas. Ça colle pas. Tout le monde a ciré les pompes, tout le monde a sucé des bites, parce que, voilà, c'est l'ambition. Et c'est effrayant parce qu'aux États-Unis, ça c'est un gros problème. C'est-à-dire que, je vous avais déjà expliqué que j'ai eu ces expériences des fois où je me suis retrouvé comme 2 ronds de flanc, en face de gens qui, au lieu de dire la vérité, au lieu de dire non, ça va pas, non, c'est un problème, non, ça marche pas, etc. Tous sans exception, se disent c'est génial, c'est magnifique, c'est formidable, j'ai jamais vu ça toute ma vie, c'est formidable, c'est magnifique, c'est awesome, I never seen before ever in my life. Et toi, tu es là, tu dis, mais tu vas pas me dire que sur tous les gens qui sont en train de se masturber là, il n'y en a pas un qui est conscient que ce qu'on est en train de voir, c'est de la merde. Je sais pas, non. Et malheureusement en France, même si ça existait déjà, je veux dire dans les entreprises, on le sait qu'il y a toujours des arrivistes, il y a toujours des ambitieux qui sont là
pour cirer les pompes de leurs supérieurs, et des supérieurs de leurs supérieurs, etc., pour se faire valoir, et tout le tralala. Le seul problème, c'est qu'il arrive un moment où même des responsables vont se rendre compte, tôt ou tard, que c'est la merde. Que c'est de la merde. Alors oui, le problème, c'est que si jamais vous êtes en face de responsables, et que ces responsables, à un moment donné, sont un petit peu en perdition de ce que l'on pourrait considérer comme étant la capacité de comprendre ou d'appréhender l'aspect productif, l'aspect qualitatif, voire même les tendances, être sensible aux tendances. Si ces gens-là en sont complètement écartés et qui se contentent juste d'arriver dans un bureau et de s'asseoir confortablement sur un fauteuil et de compter sur des subalternes pour faire le taf et faire le boulot qualitatif, productif, etc., prévisionnel, créatif, sans que le mec se rende compte que finalement on est en train de lui vendre de la merde qui est complètement décalée, qui ne fonctionne plus, etc. Je pense que là, ce que je suis en train de vous dire là, vous vous dites, mais ouais, c'est tout à fait ça ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans la société française. C'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui à l'échelle économique. C'est-à-dire qu'on fait des tableaux Excel, on valide des idées sur des tableaux Excel, mais les tableaux Excel ont déjà perdu 50% de capacité de relater le réel. Et ben, je pense qu'à l'éducation nationale, ils se sont trouvés ça peut-être génial de faire un texte sur le fameux Eye of the Ring de Martin Luther King. Sauf que malheureusement pour eux, il y en a un qui aurait dû peut-être ouvrir sa gueule pour dire non, écoutez les gars, ça va pas. Mais on n'ose pas. On n'ose pas parce que si vous dites quelque chose, votre supérieur, lui qui est un susbite, dans les 24 heures qui suivent, il vous convoque dans son bureau, il vous fait une soufflante parce que vous avez ouvert votre gueule. Peut-être que certains d'entre vous se souviendront d'une expérience de la sorte, où vous avez ouvert votre gueule légitimement sur un sujet réel, et que derrière, vous avez des responsables qui, après, vous ont dit « Oh, t'aurais mieux fait de fermer ta gueule. Tu te rends compte, tu nous discrédites, etc. » Mais je vous discrédite parce que vous êtes cons. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, toute cette merde, depuis des années, de gens qui sont censés faire un boulot mais qui ne le font pas parce qu'ils veulent la promotion, ils ont de l'ambition, ils veulent une augmentation de salaire, donc ils se font tout petits, ils se font consensuels, conciliants et disent amen à tout. Aujourd'hui, ces gens-là sont responsables du bordel et du merdier qu'on est en train de rencontrer dans un certain nombre de secteurs. Et encore plus vrai, dans la fonction publique, où parfois vous avez aussi bien des gens très compétents mais qui malheureusement, dans quelques années, finissent par partir parce qu'ils se rendent compte que c'est n'importe quoi. Comme il y en a certains qui restent parce que c'est la sécurité de l'emploi, mais qui finalement ferment leur gueule. Alors qu'ils ont la légitimité, ils ont les compétences, les savoir-faire pour ouvrir leur gueule. Mais ils ne le font pas. Et du coup, s'ils sont un peu intelligents, ils vont se protéger leur propre cul contre les éventuels dommages collatéraux ou le jour où toute la merde qui a été cumulée finit par ressortir. Il y en a d'autres, malheureusement, ne vont pas pouvoir s'en sortir avec une pirouette pour faire croire qu'ils ne sont pas responsables de cette merde. Alors, en ce qui concerne ce clip, au niveau de l'éducation nationale, là, je pense qu'à mon avis, il y en a certains là qui sont en train de se prendre une rouste. Parce que ils n'ont pas pensé à quelque chose qui est quand même, qui se voit comme le nez au milieu de la figure. Mais personne n'a bronché. Et enfin, je vais terminer très rapidement. Je vous en ai déjà parlé. Ce monsieur, vous le connaissez peut-être. Si vous ne le connaissez pas, alors mémorisez bien son visage parce que c'est un monsieur qui, à mon avis, lorsque la campagne présidentielle américaine va commencer, va certainement être important. Il s'appelle Tucker Carlson.
Tucker Carlson, c'est un présentateur, un journaliste qui a œuvré sur CNN, qui est une sorte de troublion, que certains qualifient même de pro-Trump, mais qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui, justement parce que certains l'accusent d'être un pro-Trump, qui peut être éventuellement, parce que très clairement il affiche ses idées très conservatrices, mais il pose les bonnes questions et il aborde des vrais sujets. Et ce monsieur Carlson a annoncé qu'il avait l'intention de préparer une interview de Poutine. Oula, je peux vous dire que dans les médias américains, là, il y a eu comme un petit vent frais sur la nuque, à tel point que même la CIA a étudié et analysé la chose, parce que, évidemment, si Carlson fait une interview de Poutine, il risque de mettre en évidence des propos que, justement, la doxa, l'intelligentsia, l'état profond américain ne voudrait pas voir que les Américains entendent. D'autant plus que, je rappelle, Carlson, qui était sur CNN, s'est fait plus ou moins remercier et œuvre maintenant sur X, puisque Elon Musk lui a ouvert la porte pour faire sa propre émission, ses propres interviews en exclusivité sur X. Alors récemment, je vous en ai parlé, l'interview qu'il a fait de Donald Trump le jour même où il y avait le débat des primaires a quasiment fait beaucoup plus d'audience que le débat lui-même. En prenant, encore une fois, comme je l'avais dit dans ma vidéo, en considération que le nombre de vues, ça ne veut pas dire forcément que ce sont 700 000 personnes qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, mais quand même, quand vous avez 73 millions, non, je dis des bêtises, c'est 73 millions sur le débat en audience et 117, je crois, 117 millions de vues sur l'interview de Donald Trump. Donc ça veut dire que, et souvent d'ailleurs Carlson aujourd'hui sur ses interviews sur X, fait de très bons scores, fait de très bonnes vues. Donc ça veut dire qu'il est suivi. Alors, suivi, certains vous diront, évidemment les antagonistes, les contradicteurs diront oui, mais de toute façon il est suivi par les pro-Trump, par les religieux, par les bigots, les ultra-conservateurs américains et tout le tralala. Sauf que, pas seulement. Alors oui, je connais des progressistes qui, eux, ne regardent même pas Carlson, et ils ne veulent pas regarder Carlson. Ils ne veulent pas regarder Carlson parce que c'est Carlson, mais ils ne veulent pas le regarder parce que dans les interviews et des fois dans ses émissions, il dit des choses qui sont du réel. Du réel que ces mêmes personnes progressistes auxquelles ils sont confrontés, mais ne veulent pas voir. C'est cette fameuse hypocrisie très intrinsèque à la culture américaine. Donc le fait que Carlson va faire une interview de Poutine, alors là, ça semble vraiment se concrétiser parce que là, Carlson vient de faire une interview d'Orban, donc ça veut dire qu'il est en Europe, donc ça veut dire que ça va s'organiser. Et bien je peux vous dire que la CIA et surtout la Maison-Blanche, eh ben, ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents parce que, comme je vous le dis, ils ont peur que les Américains finalement entendent des choses de la voix de Poutine qui peut-être leur ferait prendre conscience que, en effet, cette guerre en Ukraine n'est que la conséquence d'une géopolitique hégémonique américaine qui, à un moment donné, a fait péter la ligne rouge vis-à-vis de Poutine. Et ça, mon Dieu! Oui, c'est pas parce que machin, c'est pas parce que ceci, cela, ça ne légitime pas Poutine d'attaquer l'Ukraine. Je veux dire, quels que soient les événements, quelles que soient les complexités, les subtilités de certains faits, de certains événements, ne justifiez pas d'assassiner JFK. Ne justifiez pas d'assassiner l'archiduc d'Autriche, qui a été déclencheur de la Seconde Guerre mondiale, puisque dans ce cas-là, ce sont les jeux d'alliance qui se sont mis à fonctionner pour finalement finir par une guerre mondiale. Donc, si vous voulez, c'est toujours facile, avec le recul, de légitimer une position pour expliquer non, c'est pas une raison de, sauf quand vous êtes impliqué.
Et la raison pour laquelle Poutine a attaqué l'Ukraine, c'était le Donbass, c'était les russophones ukrainiens, c'était la volonté de faire basculer l'Ukraine dans un camp qui est celui de l'OTAN, et qui dit OTAN dit évidemment américain. C'est l'encerclement de la Russie par des bases de l'OTAN. C'est l'hégémonie américaine par le biais de la politique de mise en place du nouvel ordre mondial dont les États-Unis est le bras armé et auquel Poutine n'a jamais été contre. Je rappelle, il y en a certains qui veulent faire passer Poutine pour de la merde, mais en réalité Poutine est un mondialiste. Poutine est un globaliste, sauf que c'est un globaliste qui veut sa part du lion, qui veut sa part, il veut la reconnaissance dans les acteurs, sauf qu'on lui a craché à la gueule. Donc voilà. Mais ça, il y en a certains qui ne veulent pas le comprendre. Ils ne veulent pas le comprendre parce que nous, on est les Occidentaux, parce que nous, on est les gentils, parce que nous sommes les défenseurs de la liberté, des droits de l'homme et de la démocratie. Et Poutine, c'est un dictateur, c'est un répressif, c'est un homophobe, enfin voilà, c'est tout. Sauf que le problème, c'est que, je rappelle, la Russie est une démocratie que depuis 1991. Contrairement à la République française, qui a déjà plus de 100 ans d'existence, par différentes étapes. D'ailleurs, ça a été parfois douloureux, sanguinolent, violent. Je ne parle même pas des États-Unis d'Amérique, qui, elle, s'est forgée, s'est constituée, s'est construite sur le malheur des autres, et par la destruction d'une civilisation, celle des natifs. Donc, si vous voulez, l'argument vertueux de la République, de la démocratie, des droits de l'homme et tout le tralala, ça, c'est les simplistes, les simplets qui vous sortent ça. Parce que les choses ne sont pas aussi simples. On essaie de faire des efforts, d'essayer de guider les pays vers les droits de l'homme, vers l'égalité, la liberté, les droits civiques. On essaye. Mais dans ce cas-là, il y a un moment donné où il y a une limite à ne pas dépasser. Si on dépasse la limite, là, dans ce cas-là, on n'est plus dans un soutien, on n'est plus dans une aide, on n'est plus dans un guide. On est dans de l'interventionnisme. Exactement ce que la France, avec la France-Afrique, a fait. Lorsque des régimes, des gouvernements ne plaisaient pas à l'autorité française, en réalité, ne plaisaient pas aux industriels, aux intérêts industriels, privés, financiers, économiques français, qui faisaient de l'appel du pied au gouvernement en place pour résoudre le problème en Afrique. Parce que sinon, vous comprenez, si on perd nos contrats exclusifs d'exploitation de minerais, d'énergie fossile, etc., etc., etc. Je ne vais pas vous refaire l'histoire dont je vous ai déjà expliqué succinctement dans une vidéo. Donc évidemment, les experts, ceux qui font de l'analyse géopolitique, des vrais professionnels, attendent impatiemment cette interview pour savoir que va dire Poutine. Et que va dire Poutine aux Américains. Et là, ça va être intéressant. Alors évidemment, si certains d'entre vous qui voient cette vidéo sans savoir, sans connaître la chaîne, etc., comme l'un d'ailleurs qui, notre petite critique contestataire, qui a été même accusé mon blog d'être un blog d'extrême droite, encore une fois de plus, un abruti qui ferait mieux de tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de dire des conneries. Il y a un moment donné où il faut prendre de la hauteur, il faut être objectif, pour éviter de se faire surprendre par de mauvaises nouvelles et d'être finalement déçu. Déçu de voir que des convictions pour lesquelles on a été un fervent défenseur, finalement, ceux qui se servaient finalement de vous pour divulguer la bonne parole, pour prêcher la bonne parole, finalement vous ont trahi.
Parce que, j'ai envie de dire avec l'Ukraine, attention, le petit Zelensky, là, il commence à se rendre compte que son destin est scellé. Il est scellé à ce que les Américains et les Européens décideront à un moment donné de dire on va arrêter les conneries, on va arrêter la plaisanterie, parce que là, on va y finir, on va perdre des plumes. Surtout aux États-Unis, où l'Ukraine, comme je vous l'avais dit pour les élections présidentielles de l'année prochaine, est un sujet. Un sujet que certains médias américains essaient de planquer sous le tapis en essayant de réaccentuer, de recentrer l'émotionnel américain sur, vous comprenez, ces Ukrainiens contre la Russie, la méchante Russie, c'est la menace contre la démocratie, et blablabla, et blablabla. Sauf que le problème, c'est que ça ne marche que chez les sensibles du haut progressistes. Les Américains plus modérés, qui eux sont confrontés à la réalité de l'inflation, réalité du coût de la vie, réalité des dérives multiples auxquelles on a été exposés depuis quelques années, eux ils disent attendez, je crois qu'on a suffisamment de problèmes ici aux États-Unis pour aller s'occuper des problèmes des autres. Donc quand on envoie des milliards de dollars en Ukraine, dont on sait déjà qu'il y en a la moitié qui ne finiront jamais dans les poches des Ukrainiens, qui finiront dans les poches des oligarches et de Zelensky, les Américains qui sont dans la merde et qui voient qu'on n'en a rien à foutre de leur gueule, le jour où on va les appeler à voter, faudra pas venir pleurer si ils mettent un bulletin Trump dans l'urne. Même s'ils ne sont pas convaincus de Trump, même s'ils n'apprécient pas particulièrement Trump, mais ils se disent non, on l'a déjà fait une fois, on va le refaire une seconde fois pour dire à tous ces politiciens arrêtez de nous prendre pour des gamins. Arrêtez de vous foutre de notre gueule. Parce que Trump, il va jouer là-dessus. Il joue déjà là-dessus. Quand il dit, s'il est élu, que lui, le problème de l'Ukraine, il va le résoudre en 48 heures, je pense sincèrement qu'il le fera. Il le fera parce qu'il sait que son bilan qu'il a eu à 4 ans, il n'est pas top. Donc s'il veut garder une sorte de notoriété auprès de son électorat, et puis qui plus est peut-être d'amener le pion contre les progressistes qui sont en train de tirer les États-Unis vers le bas sur le plan économique et financier, Attention, hein. J'entends bien dans les commentaires, il y en a peut-être un qui va me sortir oui, de toute façon vous êtes un pro-Trump. Non, je ne suis pas un pro-Trump. Je suis un pro-personne. Je suis un pro-personne parce que si vous aviez regardé mes vidéos sur ma chaîne depuis longtemps, vous sauriez que je suis de ceux qui considèrent qu'on a cassé les jouets des démocraties occidentales et qu'aujourd'hui le pouvoir il est entre les mains de gens qui sont en train de tout faire pour instaurer leur nouvel ordre mondial dans lequel notre place c'est celle de la soumission. Et que toutes vos questions de liberté, de droits de l'homme, etc., tout ça, on pourrait le foutre à la poubelle. Point. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. On reparlera certainement de cette interview dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite du bien et on se retrouve très prochainement. Portez-vous bien.